Bonjour à vous, merci de nous rejoindre. Vous êtes en train de suivre Matin Bonheur. Je suis très heureuse d'être en votre compagnie ce matin. C'est Judith Assomou qui réalise cette émission et on parlera justement essentiellement de planting d'arbres, au total d'environnement. Mais tout de suite, je vous invite à regarder cet élément qui parle des arts. On part au boulevard des Arts à tout à l'heure. Le boulevard des Arts. C'est cette voie express, longue de plus de 25 km, reliant le quartier Ouar, commune de Port-Boué, dans le district d'Abidjan, à Grand-Bassam, capitale historique et culturelle de la Côte d'Ivoire. Le boulevard des Arts se veut être une volonté des artisans ou pratiquants de l'art à se donner rendez-vous. Leur but, faire valoir non seulement leur talent d'artiste, mais aussi promouvoir leurs œuvres. On note parmi ceux-ci des peintres, des spécialistes de rotin, des menuisiers ébénistes, des conservateurs et autres vendeurs d'œuvres d'art. Mais au fait, comment se sont-ils retrouvés en ce lieu et à quel intérêt? Je fais la vannerie. Ça fait plusieurs années qu'on est dans ce métier. On fait tous les modèles. Je me suis installé ici parce que ici c'est une voie internationale. Tous les voitures passent ici. Tout sauf les Ivoiriens passent ici. Soit le ministre, soit le président, tout le monde passe ici. C'est la voie internationale. Beaucoup aimaient cette voie-là. Ça coûte, ils sont installés ici sur la route de Grand Bassam. Ça fait 5 ans qu'on est là, sur le boulevard, sur la route de Bassam. Avant, par contre, on était sur le boulevard de Marseille, à zone 4. Et les cas ont fait qu'on est revenu vers ici. En tout cas, c'est une grande voie pour les artistes. La situation qui a fait que ça ne marche pas trop, sinon c'est un bon boulevard. Avec les touristes, je crois que ça va démarrer un peu. À la grâce de Dieu. Je suis installé ici depuis 1994, à presque 17 ans. J'ai choisi de faire un dessin animé sur la voie internationale, la voie des arts. Tout le monde passe ici pour aller à la plage et pour pouvoir s'occuper de prendre les dessins pour aller orner leur maison, les classes, les jardins d'enfants. Et je suis sur cette voie artistique parce que c'est une voie internationale et qui fait vivre mes articles que j'expose. Ici, il y a beaucoup de personnes qui passent sur cette voie. Et cela fait que nous gagnons aussi des clients qui viennent ici pour acheter nos arts que nous exposons. Cette route internationale se présente comme un moyen de promotion d'activités les plus diverses en matière d'art. Motivé à s'installer ici, c'est parce que c'est le boulevard des arts, c'est comme ça c'est nommé. Quand les artistes ou bien les touristes viennent ici, donc ils s'en vont à Bassam, c'est la route de Grand Bassam, donc les touristes passent de temps en temps. Donc on voulait aussi se faire connaître par ces touristes-là, qui peuvent aussi promouvoir nos arts à l'extérieur, c'est ce qu'on cherche. Au fait, valoriser la culture africaine, en fait, c'est ça. Dans cet atelier, de plus de jeunes, intéressés par la peinture, ne cachent pas leur intérêt à être aux côtés de leur maître. Ce travail me plaît bien. Au commencement, on m'apprend à poncer. Maintenant, après à poncer, maintenant, on met la peinture blanche. Et puis on commence à dessiner et puis on met la peinture. Nombreux sont les artistes qui exercent sur cette voie internationale. Parmi ceux-ci, Mademoiselle Kwasi. J'aime ce métier d'abord. Ça me plaît bien parce que la femme, c'est quelqu'un qui est sentimental. Or là, c'est quelque chose qui sensibilise. Quand tu es sentimental, il faut exprimer ce que tu ressens. Et la femme exprime bien ce qu'elle ressent, la raison pour laquelle j'ai choisi ce métier.
C'est simple, c'est pas difficile. Les gens pensent que c'est salissant. J'invite les femmes à venir faire comme moi. Il ne faudrait pas qu'elles se mettent en marge parce qu'il y a beaucoup de choses. La femme aussi doit s'expliquer. Elle doit s'exprimer sur les œuvres. Quand les touristes viennent, ils voyagent et qu'ils vont à la plage, ça fait qu'ils voient facilement nos œuvres. Et ça fait que vraiment, ça nous amène à pouvoir vraiment communiquer directement avec eux. D'un peintre à un autre, celui-ci, c'est Obidie Kokou. L'homme est le tout premier peintre à avoir pris place sur ce boulevard. Boulevard des Arts, comme les gens l'appellent maintenant. Je suis le premier à commencer sur la route. Aujourd'hui, vous verrez plein d'artistes qui se sont installés sur cette voie. Et c'est une bonne chose. Moi, personnellement, j'ai commencé à exposer au bord de la route, ce qui ne se faisait pas dans le temps. Il y a même des gens qui se sont venus, ils se sont plaints, des groupes d'artistes, les nantis, se sont plaints. Ils se sont dit, mais pourquoi est-ce que tu exposes sur la route? Je leur ai dit, mais donnez-moi une bonne raison pour ne pas que j'expose sur la route. Ils n'ont pas pu me répondre. Donc moi j'expose sur la route parce que je n'ai pas accès aux grandes galeries. Et de là, j'ai commencé à travailler. Il y a des gens qui sont venus se former auprès de moi. Quand quelqu'un cherche une œuvre à acheter, on leur dit, allez sur le boulevard des Arts. Le boulevard des Arts, le boulevard de Bassam. Ouais. Donc tout artiste qui arrive ici cherche à voir où sont installés ces artistes. On est plein à s'installer ici, à travailler au bord de la route. Donc, tous ceux qui arrivent ici, au moins partent avec une idée de la Côte d'Ivoire à travers les œuvres des artistes qui sont installés sur ce boulevard. Donc, je pense qu'on doit faire la part belle aux artistes qui sont installés sur cette voie, devenir aujourd'hui boulevard des artistes. Sa particularité repose sur ces objets de ramassis qui relèvent de notre environnement. Oui, au fait, bon, je les cherche dans la nature. Parce que je suppose qu'il faut donner vie à ces trucs qui traînent un peu partout. Donc je leur redonne une autre vie. Une seconde vie en tout terme. La composition vient et au fur et à mesure, j'essaie de faire sortir certaines choses que je n'avais pas en idée auparavant. Ça ne veut pas dire que c'est du hasard, hein, mais quand je me mets à travailler, automatiquement, les choses arrivent. Ici, on appelle ici Anani. Voilà. C'est la continuité de Gonzagueville. Ouais. Donc, tout ça, c'est Gonzague. Voilà. En d'autres termes, puisque c'est Gonzague qui a pris le nom ici. Donc, on regroupe Adjoufou, Jean Folly, et Anani, Amamou, comme un seul secteur. Les touristes, en fait, tous les fonctionnaires et autres, pendant les vacances, ou bien les congés, ou bien les week-ends, ils empruntent cette voie pour aller dans les coins touristiques. Et moi, j'ai voulu m'installer là. Voilà. Et je me suis installé là, juste, non pas seulement pour eux, mais bon, j'ai trouvé qu'il fallait aussi vulgariser l'art, en d'autres termes. Voilà. Oui. Et faire là, montrer contrairement aux autres qui exposent dans les galeries et autres, moi j'ai voulu essayer de faire sortir là des galeries. Voilà. Et au fur et à mesure, je pense que ça a pris, puisque les gens s'intéressent, même les nationaux s'intéressent actuellement à l'art. Bien que quand ils viennent, ça discute un peu et autres, c'est pas encore rentré dans la maternité, mais ça a pris. N'importe qui peut venir aujourd'hui et dire, bon, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ceci ou de cela. Et c'est une bonne chose. Voilà. Bon, Obidie Kokou, c'est la peinture, mais autrement. Ça dit que nous avons ici en Afrique des masques, et ainsi de suite, pour ne pas dire que nous faisons la peinture européenne. Donc, nous composons avec les masques, avec les signes, hein, les signes des poids, apaiser l'ouragan et autres. Donc, alors, c'est ce qui fait la particularité de la peinture Obidie. Vous voyez par exemple, ces trucs, ça rentre dans mes compositions. Voilà. Oui. C'est des sculptures, c'est un peu de tout. C'est des coquillages aussi. Et tout ça là, ça rentre dans ma composition. C'est ça la particularité. Et ça plaît beaucoup aux gens, je vous assure. Les Européens en redemandent, voilà.
S'il est vrai que l'artiste dispose d'un point de vue différent de la vision ordinaire, en venant s'installer sur ce boulevard des Arts, ceux-ci avaient certainement à cœur de promouvoir leur talent artistique en vendant au mieux à ces milliers de voyageurs et visiteurs ce dont ils disposent. Ce tableau-là, je l'ai nommé « Un nouveau jour s'élève ». Vous voyez un éléphant dans l'eau et la carte qui sort de l'eau. Nous savons quelle période nous venons de traverser, des périodes de troubles. Et là, je vais présenter la Côte d'Ivoire comme le pays qui sort de l'eau, du gouffre, de la guerre. Nous avons traversé un moment difficile et un nouveau jour en train de se lever. Il faudrait que toute la Côte d'Ivoire, avec tous ses enfants, se lève pour dire que tout ce qu'on a vécu, il faudrait qu'on laisse passer et qu'ensemble nous puissions bâtir notre pays. Parcourir le boulevard des Arts est chose merveilleuse. Le paysage qui relie Gonzague à Bassam offre aux voyageurs un décor qui force l'admiration. À quelques kilomètres de Bassam, une attraction. Un sexagénaire, mu par une excellente idée, œuvre dans la collecte des racines et autres troncs d'arbres. Ces objets qui sortent du cadre ordinaire de notre vue sont plutôt fascinants. Je suis sur la route de Bassam. Je vends des racines. Je n'ai pas l'autre travail si je n'ai pas racines. Je travaille à racines. Je mange dedans. Ma femme il mange dedans, mon fils il mange dedans. Je ne fais pas d'autre travail si je n'ai pas racines. Donc j'ai écrit hier de venir payer racines, conteneurs. L'année, on peut faire 2 conteneurs ou 3 conteneurs comme ça. Après la route là, nous on mange. Si on n'a pas la route là, si on gagne, on ne peut pas gagner. La route est bonne à dire. Comme au début du chemin, des vendeurs d'œuvres d'art ne cachent pas leur satisfaction quant au chiffre d'affaires enregistré à la faveur de ce boulevard, qui n'est autre que la route internationale. Nous, en Tambata, quand on est ici, la route, on gagne plus de clients par rapport à on est caché. Parce que ici, toutes les voitures, c'est une voie internationale. Donc ça passe, toute personne qui passe ici, nous voit sur la route. Donc ça fait que par rapport à ça, on peut gagner les touristes, on peut gagner, même les gens, même tu ne connais pas même le coin, quand ils passent, ils voient qu'on on est là, bon, ils viennent faire l'achat. C'est un métier qui est bien, c'est un métier qui nourrit plusieurs personnes. Donc on a décidé de rester dedans. Parce que quand tu ne connais pas, une fois que tu rentres dedans, ça va. Ça rapporte. Quand tu sais ce que tu veux, ça te rapporte. Donc raison pour laquelle moi j'ai choisi l'art. Je suis une femme, mais j'ai choisi l'art. Quand on nous voit en train de peindre, les gens disent que mais tu es une femme et puis tu peins. Des fois, vraiment, ils sont surpris que ce soit une femme qui peint. Mais vraiment, c'est intéressant. Nous sommes à Bassam, capitale historique et culturelle de la Côte d'Ivoire, ville qui marque la fin du boulevard des Arts. Voilà, merci de votre fidélité à ce programme. C'est Matin Bonheur. Si vous venez à peine de vous réveiller, bonjour. C'est Judith Assomo qui réalise donc ce temps d'antenne. Je suis Christelle Melledge. Avec beaucoup de plaisir, on ira jusqu'à 8 h. Le sujet essentiel de ce temps d'antenne, c'est l'environnement. Et principalement, nous parlons avec l'ONG Gaïa, qui donc œuvre depuis 2000, pratiquement officieusement 2006 et officiellement 2008 pour l'environnement, le planting d'arbres. Et nous allons donc nous parler du moins avec 2 invités. Monsieur Brou Assis Jean Claver, vous êtes le président, vous en êtes le président, et vous êtes accompagné de votre secrétaire général, le docteur Yaou Yapo Alain. Merci, vous êtes pharmacien, médecin? Pharmacien, voilà. Ok, d'accord. Et avec vous, nous allons donc essayer de comprendre les motivations de création de l'ONG Gaïa jusqu'à vos actions récentes. Et donc, on aura à voir des illustrations comme la ceinture verte qui a été donc initiée en 2012, la pépinière de Delroy, la pépinière d'Acoupé, et puis évidemment le clip vidéo de notre ami Dungu, c'est cela, qui nous chante un monde meilleur avec la préservation de l'environnement. Avant, pour mieux comprendre notre sujet de ce jour, d'où est partie la création donc, de cette ONG Gaïa? On sait que c'est en 2006 que les activités ont commencé de façon informelle, mais en 2008, tout a été formalisé. Alors pourquoi? Merci, Madame Christelle. Je pense que l'ONG Gaïa est partie, comme vous l'avez dit, en 2006 comme association.
Et puis en 2008, elle s'est transformée en une ONG officiellement. Et c'est parti d'un constat. Il y avait un ensemble de jeunes élèves étudiants qui se sont retrouvés à un moment donné à Abidjan et qui ont réfléchi un certain peu de créer une association pour permettre à leur population d'apporter une aide à leur population. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons créé cette association au début qui était GA Gouvernement des Amis. Et puis par la suite... qui était le gouvernement des amis. Le gouvernement des amis. Okay. Et qui est la suite qui est transformé au gouvernement des amis, de Yadio Asangbaji qui fait le Gaïa. Okay. Et c'est comme ça la chose est partie. C'est le village C'est le village, oui. D'où est parti Yadio Asangbaji. Okay. C'est le village d'où est parti. Ces jeunes-là qui ont porté la réflexion. Porté la réflexion. Et nous avons créé cette organisation, comme je le disais, pour apporter un bien-être à notre population. Et étant étudiants, nous avons remarqué que dans nos villages, il y a des jeunes qui sont un peu partis à l'école, qui ont un bon niveau, mais par la faute des choses, qui ont arrêté les cours. Mais malheureusement, qui ne pensent pas, qui ne conçoivent pas les potentiels intellectuels qu'ils ont et qui vont un peu dans le village se laisser se mélanger un peu. Au lieu d'apporter un peu cette conscience qu'ils ont intellectuelle, ils restent au même niveau que les gens du village. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous avons pensé créer cette ONG, cette association d'abord pour aller parler à nos jeunes frères qui sont restés au village, de mettre en pratique leur potentialité intellectuelle. Et c'est dans cette veine que c'est parti cette ONG. D'accord. Alors, secrétaire général, vous avez des choses à ajouter par rapport à la création de l'ONG Gaïa? Voilà, donc je voulais vous dire merci à moi. Vous et à toute la direction de l'ATI pour l'opportunité que vous nous offrez de nous entretenir. L'historique, comme l'a dit le président, est effectivement celle d'unir les jeunes pour permettre de leur faire participer au développement d'abord d'Akopé et partant de toute la Côte d'Ivoire. Alors, mais justement, pourquoi le point précis de l'environnement? On pouvait les unir sur d'autres aspects. Pourquoi le point précis de la préservation de l'environnement? Merci. Nous avons opté pour l'environnement parce qu'en ces temps, le constat était que nos parents paysans avaient des difficultés essentielles à reconnaître les périodes de culture. Pas comme à l'époque où ils savaient que dans tel mois... Effectivement, il fallait planter, telle période, il fallait défricher. Il y avait des perturbations climatiques qui étaient croissantes. Et donc, nous avons porté la réflexion et nos dévanciers forestiers nous ont fait savoir que toutes ces perturbations qui étaient constatées étaient dues à la déforestation qui était avancée. Et donc, lorsque nous nous sommes réunis, nous avons réfléchi pour savoir qu'est-ce qu'à notre niveau, nous pouvons apporter comme solution. Et nous avons donc préconisé le reboisement. Donc, la lutte contre la déforestation accrue par la reconstitution du couvert forestier. Et donc, c'est ce qui nous a motivés à nous impliquer dans cette activité. Et tous les jeunes ont épousé cette vision? Dans l'ensemble, la majorité s'est sentie en tout cas intéressée. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la minorité qui a refusé? Bon, la minorité, je pense qu'elle va suivre le train. Voilà, elle va suivre le train. Est-ce que pour l'instant, est-ce que jusqu'à ce jour, 2013, la minorité vous a rejoint? Oui, je pense que la minorité va nous rejoindre. Ah, d'accord. Donc les actions doivent continuer. Parce qu'il faut continuer les actions pour qu'ils puissent sentir un peu l'importance de l'action. Aujourd'hui, il faut sentir cette importance parce que les gens, on ne peut pas forcer tout le monde à venir, mais on pense qu'avec les sensibilisations, les actions que nous menons, ces jeunes vont nous rejoindre, la minorité vont nous Alors, donc la première action, vous décidez donc de travailler sur l'environnement pour essayer de remettre en l'état la disparité au niveau des saisons, pluvieuses qui se constatent de façon évidente sur le terrain. Et vous décidez donc de faire du planting d'arbres. C'est toujours sous le conseil des forestiers, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Nous travaillons effectivement en étroite collaboration avec des amis et surtout des membres d'honneur qui sont forestiers, qui nous donnent des conseils, puisque nous-mêmes, nous ne sommes pas forestiers. Évidemment. Voilà, il ne faut pas aller effectivement, il faut aller dans une activité sans prendre le maximum de conseils. Exactement. Voilà, donc effectivement, c'est sous le conseil des forestiers que nous agissons. Vous avez dit pour reconstruire ce couvert forestier, il faut aller au planting. Il faut aller au planting. Alors, il fallait que vous-même, vous soyez sensibilisés sur la chose. Et ceci étant, vous avez commencé à faire le planting. La première action s'est passée donc
à couper, à la base, c'est ça. Oui, la première gestation, c'est passé à couper. Mais au début, notre objectif premier n'était même pas de faire le planting. C'était d'abord de produire des plants forestiers qui vont permettre à la population sur place de planter chacun un arbre. Et la suite est partie de cela. On avait fait une pépinière de 50 000 plants. Et après la pépinière, on a dit, mais nous faisons cette pépinière, pourquoi ne pas le planter nous-mêmes? Et on avait initié le premier projet en lançant un programme de recensement de parcelles. Et on a vu l'engouement. Il y a même le chef canton qui inscrit une parcelle. Donc on a dit, voilà, quand on lance un projet, et la première personnalité de la région au plan coutumier, elle vient s'inscrire. Donc pourquoi pas faire cette opération? C'est là qu'est parti le planting en fait. Donc depuis 2008, nous avons maintenant pris conscience qu'il faut nous-mêmes reboiser. Et c'est depuis cette année-là que le reboisement... Donc on a démarré sur le site même à couper. Ensuite, il y a eu un engouement de la population avec à la tête donc le responsable coutumier. Ensuite, vous avez dit, essayons de ratisser large, allons vers nos frères d'autres régions, où on s'est dit, donnons simplement, faisons la communication et les autres nous appelleront. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Bon, comme vous l'avez dit vous-même, nous avons beaucoup communiqué. Parce qu'en toute chose, la communication est une âme essentielle. Donc nous avons, dès la première année, en 2008 déjà, lancé le festival de planting d'arbres, qui est un festival autour duquel nous avons fait beaucoup de communication, tant à la télé, à la radio, dans la presse écrite. Donc cela a fait que les actions que l'ONG a menées sur le plan local à couper ont plus ou moins été sues à travers toute la Côte d'Ivoire. Et partant de là, nous avons reçu donc des appels, des sollicitations des populations d'ailleurs. Et lorsque nous sommes réunis en AG, on a donc pris la décision effectivement d'élargir notre champ d'action. Donc partant d'à couper... Vous êtes parti où? Bon, nous avons couvert une... La première ville était d'abord à Boisseau. À Boisseau qui nous a appelés. À Boisseau vous a appelé ensuite? À Boisseau nous a appelés, on était à Boisseau. Après à Boisseau, on a été à Azopé. Oui, Azopé qui est juste à côté de voilà, c'est la base en fait. Oui, donc ils ont laissé à Boisseau nous appeler avant Azopé. Après Azopé, ils sont partis à Ara. Et puis l'assaut de fort, la société nous a sollicité, accompagné pour réaliser une parcelle pour l'État de Côte d'Ivoire dans la forêt classée d'Argo 2. Voyons que votre travail était sérieux. Donc c'est depuis cette année-là que nous avons maintenant pris l'initiative d'aller loin. Et donc depuis, nous sommes sollicités un peu partout. Maintenant, nous sommes au nord à Taféré, à Nibeko, à Issia, à Boisflé, un peu à Daokro. Dans les points à Ibayakro, Bokanda, presque Tibissou, presque un peu. Et quand vous y arrivez, qu'est-ce que vous faites? Vous proposez quoi quand vous arrivez dans ces villes-là? Par exemple, en ce moment, vous êtes à Tafiré. Voilà, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'ils veulent concrètement? C'est un planting? Dites-nous tout. Bon, en fait, comme on le dit, c'est les propriétaires terriens qui nous appellent d'abord. Quand ils sollicitent l'organisation, ils demandent un peu qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous. Nous avons une parcelle. Nous voulons faire le reboisement. C'est donc en fait c'est eux-mêmes qui proposent ce qu'ils veulent. Ils veulent le reboisement. Donc nous avons plusieurs essences que nous leur proposons à eux maintenant de choisir l'essence qui les intéresse. Et le plus souvent ils choisissent tous le techno-grandis, appelé communément le TEC. Le TEC, exactement. Alors on est à Tafiré. Il faut rappeler que Tafiré c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Vous êtes à Tafiré, donc c'est à vous de nous dire. Oui, c'est le nord de la Côte d'Ivoire. C'est le 80 km de Korogo. Merci. C'est pas moi qui devais dire ça. Pas de problème. D'accord. Donc les propriétaires terriens sont plus portés sur le TEC. Pourquoi le TEC? Bon, je pense que c'est par rapport à son aspect économique. Et même l'aspect écologique est notre souhait, c'est ce que nous visons un peu, nous visons en tant qu'organisation. Mais les gens choisissent plus le TEC par rapport à son aspect économique. Parce que pour un état de TEC, d'ici 20 ans, on peut avoir moins 25 millions. Mais déjà, le cycle du TEC, c'est 20 ans. Le cycle du TEC, c'est 20 ans. C'est 20 ans, mais on commence déjà à... On commence déjà à exploiter à partir de 7 ans. On appelle ces essences qui sortent de ces plantations des pêches. Et c'est des bois qu'on extrait à partir de 7 ans. Mais en fait, ces bois sont extraits à cause du fait que pour un hectare de TEC même, en réalité, il faut au moins 400 pieds. Mais compte tenu de 400 pieds.
mais compte tenu un peu des abus, des trucs, donc on est obligé de mettre un peu plus de plans. On va jusqu'à 1000 plans. Donc, au bout de 7 ans, il faut extraire 700 pour permettre aux autres d'avoir plus d'espace. Au bout de 12 ans aussi, il faut extraire d'autres aussi. Et puis, le reste qui constitue les bois d'avenir vont jusqu'à 20 ans. Alors, monsieur le secrétaire général, un peu plus de détails par rapport à ce que le président a dit. Au bout de 7 ans, par hectare, hein, on commence, je crois, c'est 3 millions que le propriétaire peut avoir. Au bout de 7 ans, il faut faire une première éclaircie qui va donc consister à soustraire dans la plantation autour de 300 plants. Et donc ces plants peuvent être commercialisés et rapporter autour de 3 millions. Par hectare? Par hectare, bien sûr. Maintenant, à l'âge de 12-13 ans, il faut encore en extraire pour permettre aux bois qui vont rester sur la parcelle de l'ordre de 400 à 600 de pouvoir grossir. Puisque en général, l'acheteur, c'est le volume du bois qui l'intéresse, ce n'est pas tant la taille. Voilà. Donc, ces bois aussi qui sont extraits à l'état de poteau, à l'âge de 12-13 ans, peuvent aussi être commercialisés, rapportés autour de 6 à 7 millions aussi. Par hectare? Par hectare, effectivement. Donc, déjà, au bout de 3 ans, vous avez 3 millions par hectare. Oui. Au bout de 12 ans, 6 ou 7 millions par hectare. Effectivement. En fait, c'est ce qui motive. Et au bout de 20 ans, puisque le là, ce sont les bois d'avenir qui peuvent aller jusqu'à 20-25 millions par hectare. Effectivement. Donc, on comprend bien l'engouement de toute la population sur le TEC. Dans le programme du ministère des Eaux-Forêts, les cycles là sont vraiment inscrits 3 ans, 7 ans, 3 millions, 12 ans, 6 millions. Et puis les bois d'avenir qui sont commercialisés en mètres cubes. Et le mètre cube entre 60 000 francs et 90 000 francs. Le mètre cube. Ce qui va donner peut-être autour de 25. Comme il a dit. Oui, alors donc, en fait, c'est cette manne financière qui intéresse les propriétaires aujourd'hui. Et tout le monde, à une époque, c'était les VA. Mais aujourd'hui, la tendance, c'est vraiment le TEC, c'est ça? Oui, la tendance, c'est le TEC. Le TEC parce qu'en l'apport financier du propriétaire terrien est moindre par rapport à l'EVA. Parce que quand vous prenez l'EVA, pour un hectare, il faut apporter autour de 500, dans l'ordre de 500 000. Alors pour le TEC, ça tourne autour de 250 000 francs, essentiellement, pour pouvoir faire. Donc c'est un peu, d'abord, les financements qui sont moindres pour les VA. Alors, donc, tout le monde est informé maintenant de ce que le TEC rapporte. Enfin, je sais qu'il y a des personnes qui le savent depuis, mais aujourd'hui, la tendance est de faire le TEC parce que c'est rapide par rapport à d'autres cycles, hein, d'autres essences qui sont très longues. Parlons du cycle. Alors, donc, vous avez fait réaliser différentes actions, planting un peu partout. Vous êtes en ce moment à Tafiré, non loin de Korogo. Et pour revenir à Abidjan, vous avez en 2012 établi ce qu'on appelle une ceinture verte à Akwedo. Déjà, pourquoi, monsieur le secrétaire général? Merci, Christelle. La ceinture verte à Akwedo a été motivée par notre visite que nous avons fait une fois à Akwedo. Nous avons senti que l'atmosphère, véritablement, que cette population respirait, n'était pas du tout agréable. Donc, comme nous avons dit toujours, nous avons trouvé qu'il était intéressant qu'au niveau de notre organisation, nous puissions apporter notre petite contribution. Et ce sont les images, hein? Voilà, effectivement. C'est quoi ces sachets bleus qu'on a eu à voir? C'est quoi? C'est la décharge. C'est les sachets qui restent, comme on le dit. Ce sont les déchets plastiques. Voilà, des déchets plastiques qui sont là. Voilà. Donc, nous avons réfléchi... Qui gênent, évidemment. Oui. Enfin, d'accord. C'est que dans la suite, précisément, le président vous en parlera, mais nous avons un projet que nous sommes en train d'initier pour effectivement permettre aussi de lutter contre la pollution. Oui, parce que faire un planting d'arbres, en même temps, on a des déchets qui viennent. Voilà. Est-ce que pour vous qui commencez à être avertis en la matière, d'environnement, est-ce que c'est compatible selon vous? Bon, non, les déchets plastiques, effectivement, constituent une nuisance importante. Est-ce que les arbres poussent normalement? Voilà. Et en tout cas, c'est pour ça que nous-mêmes avons salué à son temps la décision que le ministère de l'Environnement et le gouvernement ont eu à prendre d'interdire les plastiques non biodégradables. Voilà. Donc, je pense que nous allons prendre, comme l'a dit,
nous sommes en train d'initier, je disais, un projet pour effectivement agir aussi dans ce sens. Pour que votre planting puisse ramasser. Donc l'objectif, si nous revenons à l'objectif premier, c'est vraiment essayer d'améliorer la qualité de l'air. La qualité de l'air des populations d'Akwedo. Effectivement. La qualité de l'air des populations d'Akwedo. Parce que nous savons tous que les arbres, dans leur mécanisme de photosynthèse, utilisent le CO2, qui est le dioxyde de carbone, qu'ils intègrent dans leur processus photosynthétique pour produire leur énergie. Donc, ces arbres-là permettent de séquestrer le CO2 qui est de plus dans l'environnement ambiant. Et donc, c'est un autre petit apport pour permettre à ce que nos populations, la population d'Akwedo puisse effectivement avoir de l'air assez frais, de l'air enrichi donc, en oxygène, plutôt que d'avoir des concentrations plus élevées en CO2, nous voulons leur apporter l'oxygène. Et donc, lorsque nous nous sommes réunis, on a trouvé que c'était important de réaliser cette ceinture verte. Mais non seulement elle permet de purifier l'air, en soustrayant le surplus de CO2, mais aussi elle va constituer à terme une barrière, c'est une ceinture écologique, un mur écologique qui va empêcher à ce que les vents qui soufflent de la décharge vers le village puissent être bloqués au niveau de cette ceinture. Alors c'est une ceinture, hein? On parle de ceinture, elle part d'où à où? C'est une ceinture qui fait qu'elle est long de 2 km, elle part du pont bascule de la décharge. Et il fait le tour de tout le village. En fait, elle passe entre le village et la décharge depuis le. Il fait le tour de tout le village, en fait, pour protéger en fait, le village. Le village. En fait, quand vous allez, la décharge est un peu à hauteur. Et ce qui fait qu'à tout moment, on peut avoir des glissements de terrain. Donc, ces arbres aussi, les racines peuvent permettre un peu d'éviter un peu l'érosion. Et donc, soutenir un peu ça. Donc, c'est un peu dans ce cas. Sinon, c'est un mur de 2 à 3 rangs, mais qui fait autour de 2 km. 2 km de long. Alors, monsieur le secrétaire général, comment ont réagi les populations d'Akwedo avant de revenir à ces images qui, vous allez nous dire un peu, elles datent au jour d'aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe? Alors, comment les populations réagissent? Elles vous ont accompagné? Oui. Lorsque nous avons sollicité le projet de la ceinture verte à la chefferie d'Akwedo, c'était en tout cas avec joie qu'ils nous ont accueillis. Et ils ont facilité en tout cas toutes les démarches auprès du district, auprès du ministère de l'Environnement et de la Salubrité urbaine, auprès aussi des différentes organisations qui interviennent au niveau, des différentes entreprises qui interviennent au niveau de la décharge, puisqu'actuellement il y a des entreprises. Voilà, donc ils nous ont facilité en tout cas toutes les démarches qu'il faut. Ils ont vraiment été très heureux et je voudrais ici remercier la jeunesse d'Akwedo parce que le planting a été fait en grande majorité par cette jeunesse. Donc, ça veut dire tout le monde est concerné, en fait, effectivement, c'est-à-dire que nous avons juste apporté un encadreur et c'est la jeunesse elle-même qui s'est mobilisée pour faire le planting. Ça prouve qu'effectivement, la population est intéressée par ce projet. Excusez-moi, c'est quoi ces sacs de... ce sont des sacs de récupération des femmes et les gens qui vont faire... Ok, d'accord, ceux qui récupèrent sur le site du planting. Sur le site de la décharge. Oh, mais je veux dire, attendez, le site a été donné pour un planting quand même. Donc, enfin, bof. D'accord, alors ces images-là, ces images, je crois, datent de 2013, c'est cela? Effectivement. Voilà. 6 mois après le planting. 6 mois après le planting. Ça a poussé? Oui. Est-ce que vous, en tant qu'initiateur de la démarche, vous êtes satisfait? Oui, de façon sérieuse et honnête. Oui, nous sommes satisfaits. En toute planting. Dans le micro, s'il vous plaît. Dans tous les plantings, on est obligé chaque fois d'apporter un peu d'entretien, de remplacement de plants. Et ça a été effectué dans le mois de juin. On a fait un peu tous les remplacements. Donc nous sommes satisfaits et nous pensons que le taux de réussite avoisine les 80%. C'est vous-même qui avez fait les remplacements de plants ou c'est la jeunesse? Oui, nous avons apporté les plants à Akwedo et la jeunesse d'Akwedo nous accompagne, comme on le dit toujours, pour faire les plantings. Quelle est votre solution de façon, je vais dire de façon basique et scolaire, hein, votre solution pour éviter que les sachets bleus et machin qu'on a eu à voir dans cette image-là, qui date de cette année, il faut le rappeler. Voilà, merci Judith, ces sachets-là, parce que bon, en fait, l'idéal, c'est, enfin, quel est l'objectif? C'est de faire en sorte d'améliorer le cadre de vie. Alors, les sachets non dégradables restent dans l'environnement jusqu'à une centaine d'années. Alors, comment faire pour que et ces sacs de récupération et ces sachets
disparaît de ce site précis où vous avez eu à faire le planting. Est-ce que vous avez une solution, vous, de façon scolaire, hein, Oui, nous à votre avons niveau, une solution. Nous avons pensé à créer la brigade verte qui va se charger non seulement d'entretenir le site de planting et de... Le site est à côté de la décharge ou bien à la décharge? C'est à la décharge. Bon, comme la décharge est partie au fur et à mesure que ça avance, nous avons commencé un peu là où se trouve le village, mais sinon c'est à la décharge. C'est juste à la décharge que nous avons fait les sites. Donc nous allons créer, comme je l'ai dit, la brigade verte qui va se sensibiliser. Vous allez la créer quand? Bon, nous avons pris les initiatives. Sur les images, on a vu Parce un jeune... que ce n'est pas une histoire de on va. Non, non. Les faits sont là et puis... Sur les images, vous avez vu un jeune qu'on voit là, c'est ce jeune-là, même qui est le responsable de la brigade. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler. Quel sera son rôle précis, ce jeune? Bon. Je voudrais m'adresser à... Bon, le rôle précis des... Il est seul là, c'est votre seul? Non, il n'est pas seul, comme on l'a dit. Il a bien dit que c'était le chef. Donc ça veut dire que derrière lui, derrière un chef, il y a toujours des hommes. Voilà, d'accord. Il n'est plus un chef. Voilà. Donc l'objectif qui est visé à travers cette brigade verte, c'est véritablement de surveiller les plans, de permettre que là où la ceinture passe, véritablement, il n'y ait plus de déchets plastiques comme on l'a vu. Mais nous ne travaillons pas sur la décharge d'Akoedo, nous ne travaillons pas seuls. Nous travaillons avec des partenaires. Bon, on ne va pas les citer, d'accord? Voilà, les fonds, on ne pourra pas les citer. Et donc, le petit i qui fait que jusqu'à présent, ces travaux ne sont pas encore réalisés, c'est que nous attendons de nous coordonner avec nos partenaires pour effectivement lancer le projet dans tout ça. Avec la permission de Judith Assoumou, notre réalisatrice, je souhaiterais qu'on regarde ces images. Je pense que pour ramasser un déchet, enfin, excusez-moi, un sachet, on n'a pas besoin d'attendre une concertation. Ça, franchement, c'est mon point de vue. Effectivement. C'est-à-dire que donner des gants, j'imagine aussi que vous êtes en partenariat avec toutes les structures, vous avez dit, on ne va pas les citer, mais donner des gants au chef de la brigade et à ses membres pour venir ramasser les sachets. Je ne pense pas qu'on ait besoin de réunions, enfin, de faire des réunions pour ça. Enfin, c'est mon avis, je m'excuse de le dire, hein, mais j'ai de la peine en fait à voir voilà, quoi, des arbres plantés pour un objectif bien précis. Et puis c'est vrai que le vent fait son mouvement, mais si la brigade existe, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'attendre franchement des concertations, des débats. Bon, enfin, c'est mon avis, je tenais à l'exprimer. On ne va pas rentrer un peu dans le village d'Akoedo est un village un peu... Mais il y a un chef de la brigade, non, ne me dites pas ça, il y a un chef de la brigade, donc s'il a, quand même, je veux dire... Je pense qu'il a pris des initiatives, parce que cette année, vous voyez, entre les lignes de plantation, les maïs que les gens ont mis, ils ont beaucoup ont contribué même à la perte des plants, mais ils ont mené des actions pour rétablir un peu tout ça et ils ont même permis à ceux qui travaillent sur ces sites-là de savoir que ici, les plants qui sont là doivent contribuer un peu à notre protection. Donc, ils mettent des sensibilisations. Je pense que ce qu'on a vu ici, nous allons les corriger. Et merci. Donc, nous allons les corriger. Merci, c'était vraiment ce que j'attendais. Voilà. Mais on veut suivre cette affaire jusqu'au bout. Hein. On a commencé. Lorsque vous allez corriger, il va falloir que vous fassiez filmer, puis qu'on puisse évidemment constater, vous, nous et les téléspectateurs qui nous regardent de Côte d'Ivoire comme à l'extérieur, qu'effectivement le travail est fait. Il n'y a pas de problème. Voilà, sinon, ça fait bémol. Enfin bon. On sort donc d'Akoedo, on part à Daloa. Vous avez pu aussi réaliser une pépinière à Daloa. Dans le but de réalisation des parcelles, nous avons besoin des essences forestières, comme on le dit. Et donc, nous créons des pépinières. Voilà, pour permettre... Mais comment vous faites à chaque fois pour avoir... Est-ce que vous les avez quelque part ou on vous les donne? Non, nous-mêmes, nous créons les pépinières. Nous menons des campagnes pour ramasser d'abord les graines. Et là, nous sommes à Daloa. Hein? Nous sommes sur la pépinière de Daloa. Et là, comme on le dit, vous voyez ces jeunes filles qui travaillent là. En fait, c'est un peu l'emploi vert, comme on le dit. C'est un peu l'emploi vert. L'emploi vert qui est initié par le ministère de l'Environnement et le ministère des Eaux Forêts. Donc, c'est un peu l'emploi vert que nous avons créé. Elle travaille aussi avec une daba. Hein? C'est d'un autre siècle. Oui. Donc, non, mais pour l'entretien des plants, on a besoin un peu. Vous voyez, c'est la deuxième fois. C'est une équipe de 10 personnes. Non, je veux dire, il faut vraiment que les partenaires qui sont avec vous puissent essayer de
faire un peu, enfin motoriser un peu tout ça. Non, bien sûr, les parcelles, on peut il faut forcément une daba. Non, sur les parcelles de reboisement, on peut envisager la motorisation, mais non, c'est la pépinière à couper. C'est beau là. Oui, c'est la entre les lignes des pépinières, forcément la daba. Il faut quelque chose de pas trop compliqué puisque l'espace n'est pas assez grand. Avec un puits forcément. Hein. Oui, pour l'arrosage. Vous arrosez comment? Avec des arrosoirs comme c'est le président lui-même qui C'est ce que j'expliquais. Je dis c'est notre siècle. Oui, aujourd'hui, dans les pépinières, l'arrosoir se fait avec des par jet. Madame, comme on le dit, nous attendons un peu, comme on le dit, on va rater un peu nous attendons un peu des partenaires pour nous accompagner dans ce sens. C'est ce que vous devez dire. N'essayez pas de m'expliquer ce qui s'est passé en 1900. Voilà. Nous attendons un peu les partenaires pour nous accompagner dans ce sens. Nous le faisons. Déjà, vous essayez, voilà, même vous attendez de le faire, mais nous attendons vraiment des partenaires pour nous accompagner. Il faut qu'ils se manifestent. Les partenaires. Nous avons cette année créé une pépinière de plus de 150 000 plants. 50 000 plants à Daloa, 50 000 plants à Coupé, puis 50 000 plants à Morono. Pour un peu, donc nous attendons des partenaires pour nous accompagner dans ce sens-là. Vous voyez, c'est un peu archaïque, mais l'essentiel, c'est de produire. En fait, c'est de dire, on a fait quelque chose, il faut maintenant que vos partenaires, vous arriviez, voilà. Déjà, en tout cas, félicitations à vous pour le travail accompli. Parce qu'avec de maigres moyens, vous essayez de donner de l'espoir. Et puis, cette jeune fille, enfin, des personnes peut-être qui ne font rien, viennent donner de leur temps pour aider à ce que l'environnement et l'atmosphère soient de plus en plus pures. C'est très important. Alors, à Daloa, c'est une pépinière. À Coupé, il y a une